Les dettes explosent, ton pouvoir d'achat diminue et la guerre se prépare. C'est exactement ce qu'on va parler aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu as l'impression que le taux d'inflation reste stable année après année, mais que toi, tu as de moins en moins d'argent, de moins en moins de pouvoir d'achat? Et comment la dette est en train d'exploser dans les pays entre guillemets riches? Quel impact ça va avoir pour toi, ta famille, ton futur, ton avenir financier et ta vie en général? Donc avant de commencer, like, abonne-toi et active les notifications pour rien manquer. Et on rentre maintenant dans le vif du sujet. La première chose qu'on veut parler justement, c'est comment est-ce que fonctionne le cycle de la dette et l'économie. Je sais, cycle de dette, économie, ça a l'air de grands mots. Et puis pourquoi je m'intéresserais à ça? Et puis moi, ce que je veux savoir, c'est comment faire de l'argent. Mais la réalité, c'est qu'il faut absolument comprendre comment fonctionne la dette et l'économie parce que grâce à ça, tu vas pouvoir justement avoir plus de connaissances que la majorité des gens. Et avec ce plus de connaissances vient aussi plus de potentiel à faire de l'argent, à bien investir, à bien trader et surtout à comprendre vers où on s'en va. Parce que, dépendant où on s'en va, peut-être que tu vas vouloir prendre un chemin ou des actions différentes. Alors, la première chose qu'on veut comprendre, c'est vraiment le cycle économique global. Et le cycle économique global, le cycle du crédit global, il fonctionne d'une façon très simple. Le crédit, c'est un outil c'est pas bon ou c'est pas mauvais, en fait. C'est juste un outil. Et le crédit, il peut être utilisé d'une bonne façon ou il peut être utilisé d'une mauvaise façon. Et dépendant comment il va être utilisé, c'est ce qui va créer de la dette. C'est ce qui va créer de la bonne dette ou de la mauvaise dette. Et comme on sait, nos gouvernements en général, et dépendant vous vivez où, mais globalement, pas mal de la mauvaise dette. C'est beaucoup de mauvaise dette, c'est mis à gauche, à droite, on paye des taxes, de l'impôt, ça s'en va un peu n'importe comment et le pays est souvent en déficit et la dette explose. C'est vrai à une échelle macroéconomique dans un pays, mais c'est aussi vrai pour toi. C'est aussi vrai chez toi. C'est aussi vrai quand tu achètes une voiture, quand tu achètes une maison. Au Canada, on sait que les gens utilisent beaucoup des cartes de crédit pour aller littéralement consommer souvent des choses qu'ils n'ont pas l'argent de payer. Donc, comment fonctionne la dette? La dette, c'est tout simplement un outil qui soit va te propulser toi, ta personne, ta famille, propulser une entreprise, propulser un gouvernement à des niveaux supérieurs ou au contraire, c'est un encre et ça va te faire couler. Et comment fonctionne la dette en général? C'est très simple. Chaque revenu qu'on génère, en général, va finir par être une dépense. Et un terme qu'il faut se rappeler, c'est que les dépenses des uns sont les revenus des autres. Si moi, je vais maintenant au boucher acheter de la viande, je vais dépenser. Ma dépense devient le revenu du boucher. Le boucher va acheter des chaussures, sa dépense va devenir le revenu de la personne qui vient vendre qui vend les chaussures, qui a un magasin de chaussures. Cette même personne va aller acheter des légumes, etc., etc. Vous voyez la roue. Donc, quelque chose d'important à comprendre dans l'économie, c'est que les revenus des uns sont les dépenses des autres et les dépenses des uns sont les revenus des autres. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec le crédit? Quand l'économie va bien, quand tout va bien, quand tout le monde se sent bien, les taux de chômage sont bas, tout le monde a un travail, tout le monde se sent confortable, etc., etc., le crédit est bon. Qu'est-ce que les gens vont faire? C'est qu'ils vont utiliser ce crédit pour augmenter leur style de vie. Donc, pour avoir une plus grosse maison, une plus grosse voiture, faire plus de dépenses, etc., etc. Rarement, le crédit dans notre économie actuellement va être utilisé pour faire de l'investissement, ce qui devrait être la chose à faire. Parce que si j'utilise du crédit pour investir, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est que oui, j'emprunte maintenant de l'argent. Aujourd'hui, j'emprunte de l'argent, mais ce n'est pas grave parce que demain, je vais devoir rembourser 2 $, mais j'aurais fait 2,50 parce que j'aurais été productif. Et tant qu'on est dans un cycle de production, c'est génial. Les entreprises empruntent, ils produisent, ils performent et on a un magnifique cycle de croissance. Parce que oui, j'ai emprunté 2 $ et maintenant je dois 2,50, mais j'ai fait 4 $. Et donc, dans ce cas-là, tout va bien. Où ça commence à aller mal, c'est justement quand la dette est mal utilisée, quand le crédit est mal utilisé et qu'au final, maintenant, tu empruntes 2 $ pour acheter quelque chose qui va t'amener aucun rendement. Aucun rendement. Donc, tu vas t'acheter une télévision, tu viens d'utiliser 1 000 $ pour t'acheter une télévision ou une auto ou peu importe. Ça perd de la valeur. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est que tu es en train d'emprunter maintenant sur ton futur. C'est ça que tu es en train de faire. Tu augmentes ton pouvoir d'achat maintenant grâce au crédit, mais tu diminues ton pouvoir d'achat plus tard.
Parce que oui, maintenant, tu as pu acheter cette télé avec ta carte de crédit ou l'auto avec un prêt automobile, etc. Mais dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 2 ans, peu importe le temps, tu vas devoir rembourser cette somme-là. Donc, qu'est-ce que tu fais vraiment en utilisant du crédit de la mauvaise façon? C'est que tu viens littéralement emprunter sur ton futur. Et éventuellement, ben, c'est là où, par exemple, comme on peut voir dans mon schéma ici sur mon ordinateur, on voit un schéma de base où on va avoir justement cette tendance. Et naturellement, c'est une tendance. Donc, il va toujours y avoir des vagues, des courbes plus basses, il va y avoir des bas, il va y avoir des hauts dans l'économie. Mais qu'est-ce qui se passe justement? C'est que quand on arrive à l'essor et à la surchauffe, là, les gens sont bien, tout va bien. Comme j'ai dit, tout le monde est bien, tout le monde dépense, tout le monde utilise du crédit. Mais qu'est-ce qui se passe éventuellement? Ben, il faut rembourser ce crédit. Et quand tout le monde arrive à rembourser ce crédit et qu'ils n'ont pas été productifs avec cette dette, ça veut dire qu'ils n'ont pas plus d'argent, ils ont moins d'argent. Ben, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Utiliser leur argent pour rembourser ces dettes-là, ce qui veut dire qu'ils ont moins d'argent pour dépenser. Et qu'est-ce que j'ai dit au début? Eh bien, les dépenses des uns sont les revenus des autres. Les revenus des uns sont les dépenses des autres. Si maintenant tout le monde dépense moins parce que tout le monde a trop de dettes, de mauvaises dettes à venir rembourser, eh bien, tout le monde fait moins de revenus et vous pouvez voir la spirale négative dans laquelle on rentre. Hein, au lieu d'être dans une spirale virtueuse de croissance économique, on rentre justement dans des phases de repli, de récession, où les gens ont plus d'argent, ils sont écrasés par leurs dettes, et c'est un effet domino. Je suis écrasé par mes dettes, j'ai moins d'argent, aïe aïe aïe, je vais moins consommer, je consomme moins, les entreprises font moins d'argent, les entreprises font moins d'argent, aïe aïe aïe, on va mettre des gens à la porte, oh, on met des gens à la porte, aïe aïe aïe, je fais partie des gens qui se font mettre à la porte, j'ai encore moins de revenus, c'est encore plus difficile de dépenser, et vous voyez un petit peu l'effet négatif et domino qui se produit de ça. Et c'est pour ça que le crédit, il faut vraiment le comprendre, parce que le crédit, c'est la base. La dette, c'est comme ça que fonctionne le monde. La réalité, c'est qu'au moment où je vous parle, il y a 4,5 fois plus de dettes que d'argent, que du vrai argent. Et quand je dis du vrai argent, c'est même pas en papier. C'est en papier ou dans un compte de banque. On a présentement 320 trillions de dollars, si on prend tout en dollars américains, tout l'argent, toutes les devises confondues, on les met tout en dollars américains, on est à 320 trillions de dollars américains. 320 trillions de dollars américains qui est de la dette. On a seulement 70 trillions de dollars américains, encore une fois, toute monnaie confondue, mis ensemble en dollars américains, qui est du vrai cash. Et quand je dis du vrai cash, c'est dans un compte de banque. Ça ne veut pas dire physiquement. Physiquement, sur ce 70 trillions, on a 7 trillions. On a 7 trillions. On a 10% qui est du vrai cash, qui est de l'argent liquide, des billets, de l'euro, du dollar, des pièces. 7 trillions sur 70 trillions qui est du vrai cash. Et on a 70 trillions qui est de l'argent et 320 trillions qui est de la dette. J'espère que tu comprends pourquoi on s'attarde à la dette, parce que la réalité, c'est que si tu veux faire de l'argent, ben, tu as besoin de l'argent pour faire de l'argent. Et la majorité de l'argent, ben, comme on vient de le voir, ce n'est pas le 70 trillions, c'est le 320 trillions. Et ça, c'est la dette. Donc, vous pouvez imaginer à quel point ça peut donner une croissance exponentielle, comme ça peut créer une récession exponentielle si le crédit est mal utilisé. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans qu'est-ce qui se passe maintenant là? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Au moment où je fais cette vidéo, on a des défis un petit peu partout dans le monde. On a toutes sortes de challenges. On a des guerres qui commencent à arriver. Il y a des gens qui ont... C'est un peu... On ne sait pas trop ce qui va arriver. Des gens qui perdent leur emploi. Les taux d'inflation qui sont très hauts. Que se passe-t-il avec tout ça? La première chose à comprendre, c'est qu'en général, comment fonctionne l'économie, c'est qu'on va partir des échanges entre les pays. Et un pays, au début, ben, c'est simple, il est sur la montée. Donc, on regarde des pays comme la Chine, il y a des années, ou des choses comme ça, ils étaient littéralement sur une courbe de croissance. Donc, quand ils rentrent sur cette courbe de croissance, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'en général, les temps sont durs. Et il y a un proverbe qui dit « Les temps durs créent des gens forts. Les gens forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent des gens faibles. Et les gens faibles créent des temps durs. » Et c'était des temps durs où justement le gouvernement est venu mettre de l'argent sur l'éducation, etc., etc.
On a vu les États-Unis. Ben, maintenant, pourquoi est-ce que je vais développer des produits aux États-Unis? Ils ne voulaient pas développer des produits aux États-Unis parce que payer des Américains, ça coûtait plus cher. Pourquoi? Parce que les Américains, ben, ils étaient au top. Hein? Après la Deuxième Guerre mondiale, grosse croissance. Les Américains, ils étaient au top. Et quand tu es au top, ben, tu as la vie bien. Tu veux vivre bien, tu veux te faire plus payer, tu veux ci, tu veux ça, tu veux des vacances. Les gens faibles se créent quand on est au top des cycles. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, les entreprises, bien sûr, ils ont besoin d'être rentables, d'être productifs. Ils ont envoyé les produits se faire en Chine et ça a permis à la Chine de grandir fortement. Et éventuellement, ben, quand il y a deux chefs dans la même tribu, ben, il y en a un des deux qui doit partir. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu économiquement encore et encore. On le voit maintenant avec la Chine et les États-Unis, mais avant, on l'a vu avec les États-Unis et l'Angleterre. On l'a vu avec l'Angleterre et l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc, ces cycles sont arrivés encore et encore. En 1600, les Pays-Bas, c'était l'empire. C'était la valeur refuge. Ils ont créé les premières actions, le premier marché boursier au monde. Et quand la vie est allée tellement bien aux Pays-Bas, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à prendre tous les bateaux qu'ils faisaient pour naviguer et ils les ont fait faire où? En Angleterre, parce que ça coûtait moins cher le faire en Angleterre, parce que les gens vivaient bien. Et quand les gens vivent bien, ils veulent plus. Et l'Angleterre, comme ça, a développé des compétences, de l'argent, etc. Et éventuellement, c'est eux qui sont devenus la valeur refuge. Et après l'Angleterre, avec la Deuxième Guerre mondiale, on a les États-Unis. Puis là, c'est des cycles qui sont arrivés encore et encore, mais les gens ne le réalisent pas parce qu'on ne l'a jamais vécu. C'est des cycles de 100, 150, 200 ans. Donc, on ne l'a pas vécu. Nos parents ne l'ont pas vécu. Donc, on a l'impression que c'est jamais arrivé. Mais ce n'est pas que c'est jamais arrivé, c'est juste qu'on ne l'a jamais vécu. Et si on prend le temps de comprendre ça, ça devient très intéressant. Là, je pourrais rentrer sur ce sujet pendant longtemps, mais ce que je veux vous faire réaliser, c'est que présentement, on est en train d'avoir un des plus grands changements économiques de tous les temps. On rentre dans la digitalisation, la tokenisation, la crypto, la blockchain. Les États-Unis sont en train de perdre du pouvoir. La Chine remonte au pouvoir. On est à quelques instants, on est à quelques moments du plus gros transfert de richesse de toute l'histoire de l'humanité. Avec la tokenisation, avec la blockchain, avec la crypto, mais aussi avec tout simplement un transfert d'empire. Un transfert d'empire parce que comme des Pays-Bas, on est passé à l'Angleterre et de l'Angleterre, on est passé aux États-Unis et maintenant les États-Unis, dans ce grand cycle déclin et de croissance d'un empire, ben, il faut se dire la vérité, les États-Unis sont rendus où? Sont rendus à un point où ils sont en train d'imprimer de l'argent et d'imprimer de l'argent. Et là, je pourrais rentrer là-dedans pendant longtemps, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Et vu qu'ils sont en train d'emprunter de l'argent et créer plus de crédit, eh bien, leur argent vaut moins. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Souvent, on entend dire « Oh, l'inflation augmente, l'inflation augmente. » C'est quoi exactement l'inflation? Et là, ça, l'inflation, c'est un sujet maintenant que tu veux vraiment écouter parce que ça touche directement. L'inflation, ce n'est pas juste le prix des choses qui augmentent. Oui, c'est vrai que le prix des choses augmente, mais en grosse partie, c'est aussi le fait que ton argent vaut de moins en moins. C'est de l'offre et de la demande. C'est de l'offre et de la demande. Si on imprime plein d'argent, est-ce qu'elle est disponible? Oui. Offre et demande. Pourquoi est-ce que quelque chose est rare? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi ça monte en prix? Parce que c'est rare et il n'y en a pas beaucoup. Mais encore là, si c'est rare et il n'y en a pas beaucoup et qu'il n'y a pas de demande, ça ne va pas monter en prix. Si c'est rare, il n'y en a pas beaucoup et il y a plein de demandes, ça va monter en prix. S'il y en a plein, c'est pas très rare et il n'y a pas de demande, ben ça ne va pas monter en prix. Offre et demande de base. Hein? Si quelqu'un veut 10 stylos et il y en a 12, ça va être moins cher que si quelqu'un veut 10 stylos et il y en a 5. Et là maintenant, si plein de gens veulent 10 stylos et il y en a juste 2, le prix du stylo augmente. Qu'est-ce qu'il faut comprendre maintenant? C'est que ce n'est pas juste le coût de la vie qui augmente, c'est aussi ton argent qui vaut moins, qui dévalue année après année. Et pourquoi elle dévalue année après année? C'est simple, elle dévalue année après année parce qu'on en imprime, parce qu'elle est de moins en moins rare, parce qu'un empire, un pays développé, ils ne veulent pas venir dire aux gens « Hey, coupez les dépenses ». C'est très dur de dire aux gens de couper leurs dépenses. C'est beaucoup plus facile d'imprimer, de créer plus d'argent. Mais si j'en crée plus, l'offre augmente, naturellement,
ça vaut moins. Donc, est-ce que c'est vraiment que ta pomme ou ton sac de pommes, qu'on va dire qui coûtait 5 $ l'année passée, maintenant coûte 5,50 $? Mais est-ce que c'est vraiment que ta pomme coûte plus cher à produire? Plus ou moins. C'est surtout que ton argent vaut moins. Donc, si ton argent vaut moins, c'est normal que maintenant, j'en veux 6 $ au lieu de 5, vu que ça vaut moins. Je vais t'en demander plus. Et ça, c'est une grande part de l'inflation que les gens ne réalisent pas, c'est qu'on perd du pouvoir d'achat. Et là, l'inflation, je veux vraiment en parler parce que c'est quelque chose qui nous touche tous les jours. Tous les jours. Et je vais donner des statistiques qui sont par rapport au Canada, OK? Mais la réalité, ces statistiques-là sont par rapport au Canada, mais c'est la même chose dans pas mal tous les pays, qu'on parle des États-Unis, de la France, de la Belgique, de la Suisse, de l'Angleterre. OK, désolé si je n'ai pas nommé votre pays. Mais quelque chose qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a deux types d'inflation. Il y a l'inflation qui est annoncée et il y a l'inflation réelle. Et ça, c'est important. Présentement, peut-être tu te dis, « Ah, moi, j'ai investi dans des fonds, dans toutes sortes de choses, je fais 10% net par année. » 10% net, ça veut dire quoi? Ça veut dire après les frais. Déjà, si tu fais 10% net après frais avec des fonds, ou le même le SP500 et tout ça, ça va. Donc, tu fais 10% net, OK? Mais là, il y a quelque chose que tu ne réalises pas. C'est que ton inflation réelle, elle n'est pas 2,8% comme annoncé. Elle est peut-être 6, 7, 8%. Je vais t'expliquer quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est comment est-ce que c'est calculé. Et tu l'as sûrement déjà vécu dernièrement. Tu vas acheter du bœuf au magasin. Est-ce que ton bœuf, il a monté de 2,8% les 2 dernières années? Est-ce que tes œufs, ils ont monté de 2,8% les 2 dernières années? Est-ce que ton essence a monté de 2,8% les 2 dernières années? Est-ce que ton électricité, ton loyer a monté? D'après moi, tu sais déjà, et tu t'es sûrement déjà dit, mais ça ne fait pas de sens, le prix des choses, il explose. Et en fait, c'est parce que l'inflation réelle que toi, tu vis, et l'inflation annoncée, c'est deux choses complètement différentes. Donc, la plupart du temps, quand on investit, on va te dire, ben, tu dois battre l'inflation. Donc, si tu fais 10% net, moins on va arrondir à 3%, là, l'inflation à 3%, je sais que c'est 2,8, mais arrondissons à 3, on va dire, OK, ben, tu fais 7%. Ah, tu fais 7%. Ce qui est complètement faux. Pourquoi c'est complètement faux? Parce que comment l'inflation est calculée? Premièrement, on prend les loyers. Mais attention, les loyers, ça ne calcule pas si tu es à Montréal, à Vancouver, à Toronto, à Paris, ou si tu es à Poitiers et à Shawinigan. On est d'accord que ça ne va pas être le même loyer. Deuxièmement, si tu as une hypothèque, tu as acheté une maison, ça ne le calcule pas non plus. Donc, si tu veux acheter une maison, tu vas devoir mettre un cash down, hein, par exemple 50 000 ou 75 000 ou 100 000. Ça ne le calcule pas. Ensuite, si tu as une hypothèque, ça ne calcule pas le prix de l'hypothèque qui peut être plus haut. Ça calcule combien est-ce que tu payerais si c'était un loyer. Donc, disons que tu as une maison et que ça serait un 5,5. Ils vont dire, un 5,5, c'est en moyenne tel prix à Montréal, donc ça lui coûterait tant. Mais on est d'accord que souvent, avec une hypothèque, des taux d'intérêt, etc., ça te coûte plus cher parfois qu'un loyer, même souvent plus cher. C'est pour ça que les gens n'achètent plus de maison à Montréal, parce que le prix des maisons est tellement élevé que ils n'ont pas l'argent pour s'acheter une maison, donc ils prennent un loyer. Mais ça ne le considère pas non plus. Donc déjà là, vous voyez qu'il y a un gros problème ici. Parce qu'on fait juste prendre les loyers ou les loyers fictifs si c'était une hypothèque et on prend la moyenne de toutes les villes au Canada et on dit, bon, ben ça, c'est l'inflation pour les loyers. Mais encore une fois, si tu es à Shawinigan puis à Montréal, c'est pas le même prix, là. C'est pas le même prix, ni l'augmentation, ni rien de tout ça. Ça, c'est pour les loyers. Maintenant, il y a un autre truc qui est problématique, c'est la nourriture. Si tout d'un coup, le prix du bœuf explose, qu'est-ce qu'ils vont faire? Statistique Canada, ils vont dire, ben, vu que le prix du bœuf explose, les gens vont consommer plus de poulet. Et ils vont donner une pondération plus élevée au poulet, une force, un poids plus élevé au poulet. Est-ce que, en tant que tel, c'est vrai que les gens vont sûrement consommer plus de poulet si le prix du bœuf explose? Oui. Mais toi, si tu veux garder le même style de vie, toi, si tu veux manger du steak, toi, si tu veux donner des fruits, des fraises, des framboises à tes enfants, si tu veux nourrir ta famille convenablement et pas juste manger du poulet et du tofu tous les jours, alors c'est pas vrai. C'est pas la vraie inflation pour garder ton style de vie actuellement. Parce qu'ils viennent donner un plus grand poids au poulet qui est moins cher en se disant les gens vont en consommer plus. Mais ça ne reflète pas la vraie réalité de ton épicerie. Si tu veux continuer à avoir une épicerie équilibrée, ça c'est la deuxième chose. Une autre chose qui ne vient pas compter à travers tout ça, les nouveaux matériels, comme par exemple les téléphones. Disons qu'il y a un nouveau téléphone qui sort, le iPhone je sais pas quoi. Et maintenant le iPhone je sais pas quoi, là, il coûte 20% plus cher. Donc on va dire qu'il était à 1 000 $, je sais que c'est plus cher que ça, mais maintenant ils le vendent 1 200. Mais est-ce que vous pensez qu'ils vont mettre une augmentation de 20% sur le téléphone? Non, parce qu'ils vont dire que le téléphone, il a de nouvelles utilités. C'est donc un produit de meilleure qualité. Tu dois donc payer
un prix plus élevé vu que c'est de la meilleure qualité. Jusqu'à maintenant, ça fait du sens. Mais entre vous et moi, c'est faux. Tu payes quand même ton téléphone 20% plus cher, tu payes quand même ton ordi 20% plus cher, même s'il y a plus d'interface et de qualité. Mais ça, ils ne le calculent pas. Ils vont pondérer ça aussi. Donc, ils vont dire, ben, vu qu'il y a une meilleure qualité sur ce nouveau téléphone avec de nouvelles options, blablabla, la vraie hausse de prix, c'est pas vraiment 20%, c'est 8%. Parce que l'autre 12%, c'est parce qu'il est de meilleure qualité. Mais encore une fois, toi, dans ton budget, là, tu payes 20% de plus, tu payes pas 8% de plus. Je pourrais continuer comme ça encore et encore et encore pour vous montrer à quel point ça fait pas de sens. Il y a des taxes qui ne sont pas calculées, il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas calculées non plus dedans. Ce qui fait en sorte qu'à la fin de la journée, l'inflation que tu vois, le 2,8%, ou là on avait arrondi à 3%, et ton inflation réelle est complètement différente. La meilleure façon de calculer ton inflation réelle, honnêtement, c'est de te faire un budget puis de voir mois après mois comment augmente le prix des choses et tu vas voir en 1 an, 2 ans, c'était quoi ton inflation. Et toi, avec tes investissements, tu dois battre ça. Et la réalité, j'ai fait cet exercice avec plein de personnes. La moyenne, là, c'est 7-8%. L'inflation réelle des dernières années. L'inflation réelle personnelle des gens. C'est environ 7-8%. C'est quand même un truc de fou, là. Donc là, maintenant, tu te dis, OK, moi, je vais faire un 10%, disons. Là, maintenant, on enlève les frais. Il te reste, disons, 8,5% net. Mais là, mon ami, il y a de l'impôt à payer là-dessus. Après l'impôt, au final, ce que tu as vraiment fait, c'est 7% net. Là, tu te dis, ah ben c'est bon, 7% net, je bats l'inflation, je suis à plus 4%. Oui, l'inflation annoncée, mais toi, ton inflation réelle, elle est à 8%. Ben, je m'excuse, mais tu es en train de faire moins 1% par année. Et en plus, tu penses que tu fais bien les choses, là. Tu fais le mieux pour toi, pour ta famille, pour investir, pour croître ton argent. Et sans réaliser, l'inflation réelle, le voleur silencieux, fait en sorte que oui, monétairement, tu vois ton compte d'investissement grandir, mais en fait, tu es en train de faire moins 1% par année. Parce que oui, le chiffre grandit, mais sa valeur vaut moins. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut réaliser. Et la réalité maintenant, c'est qu'avec cette inflation réelle qui est plus haute que jamais, on n'est plus dans les années 1920, 1950, 1980, où c'est vrai que c'était plus 2,5%, puis avec 10%, tu étais correct. C'est plus vrai maintenant. Donc, si on a une inflation réelle aussi haute et que dans le temps, on voulait faire 2%, on voulait faire 10% par année et que l'inflation était vraiment 2%, donc on faisait 5 fois plus que l'inflation, ben, il faut se poser la question maintenant. Comment est-ce que je peux aller faire 4-5 fois plus que mon inflation réelle? Et clairement, ce n'est pas 10%. On roule plus dans du 30, 40, 50% maintenant. Faire ça chaque année, c'est une autre histoire, mais le faire pondérer sur une longue période de temps, annuellement, en moyenne, c'est faisable. Alors, il faut se poser des questions maintenant parce que sinon, sans réaliser, tous les jours, tu es en train de perdre de la valeur. Tu es en train de perdre du pouvoir d'achat. Tu es en train de perdre de l'argent. Tu t'appauvris de plus en plus, même si tu pensais faire les bonnes choses. Donc, j'espère que cette vidéo va t'aider. Et n'oublie pas de like, suivre et activer les notifications pour voir toutes les vidéos à venir.